Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. La rigueur va-t-elle trop loin en Europe? Pour de nombreux économistes, oui, l'austérité est en train d'appauvrir les peuples. À Madrid, Rome ou Lisbonne, les manifestants crient leur exaspération ce soir face à des politiques toujours plus sévères. Mais pour les gouvernements en place, la potion amère de la rigueur est un mal nécessaire. Tour d'Europe ce soir des capitales européennes en ébullition. Leur duel avait démarré en douceur. Les deux candidats à la présidence de l'UMP ne voulaient pas d'attaque frontale. Mais ça, c'était avant. Depuis quelque temps et à 5 jours du vote des militants, Jean-François Copé et François Fillon sortent l'artillerie lourde et s'apostrophent sans retenue. Alors le face-à-face entre l'inénervable Fillon et le gladiateur Copé laissera-t-il des traces, des cicatrices à droite? On en parle avec notre club d'éditorialistes du mercredi soir. La Corse, meurtrie ce soir par un nouvel assassinat, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Corse du Sud, Jacques Nasser, a été tué par balle par un individu cagoulé en plein centre d'Ajaccio, à 2 pas du commissariat de la ville. C'est la 17e personne tuée sur l'île depuis le début de l'année. Notre invité pour en parler ce soir, c'est le sénateur Jean-Pierre Chevènement et ancien ministre de l'Intérieur dans un instant. Voilà pour le programme. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Ils crient leur colère, leur exaspération face à des politiques de rigueur toujours plus sévères. Au Portugal, plusieurs milliers de personnes dénoncent la potion amère de l'austérité. Des échauffourées ont eu lieu devant le Parlement à Lisbonne où la police a tenté de disperser les manifestants. En Italie et en Espagne, des heurts ont aussi éclaté dans les cortèges où des milliers de personnes manifestaient sous le slogan « Ils nous privent de notre avenir ». L'ambiance, vous allez le voir, est tout autre en France où les manifestations étaient relativement peu suivies. C'est à Paris qu'a eu lieu le rassemblement le plus important avec entre 6 000 et 15 000 manifestants. Ambiance dans les cortèges tout de suite avec Nathalie Guilloire. Rapport gallois, rapport du patronat. Même s'il s'agit d'une manifestation contre l'austérité européenne, quelques notes de politique nationale ressortent de cette mobilisation. Bernard Thibault, le leader de la CGT, est descendu aujourd'hui dans la rue et son discours vise clairement la politique de François Hollande. Nous voulons réfuter ce diagnostic selon lequel pour modifier la courbe du chômage, il faille alléger le coût du travail et donc donner 20 milliards d'argent public aux entreprises sans aucune contrepartie ou objectif concret en matière de création d'emplois. Côte à côte dans la manifestation, ils ne sont pourtant pas du même avis. La CFDT est plus nuancée. Aujourd'hui, elle n'est pas venue ici pour se positionner contre le gouvernement. Hier soir, c'était hier soir. Hier soir, il a parlé de la France. Moi, aujourd'hui, je souhaite parler de l'Europe. Mais du côté de la base, les propos des militants sont plus affirmés. Pour eux, François Hollande opère un véritable virage à droite dans sa politique. Le plan qu'a proposé François Hollande est un plan qui va de nouveau faire des cadeaux au patronat et qui va aggraver la situation de ceux qui travaillent, ceux qui sont dans le besoin. Clairement, on peut se demander pourquoi Hollande est là s'il fait la même politique que la politique de droite. Cette première journée de manifestation unitaire de la CGT et de la CFDT depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir pourrait être considérée comme un début d'avertissement contre la politique du président de la République. Et tout autre chose à présent avec cette image. Regardez, au milieu de l'hémicycle du Sénat, un sénateur socialiste. Jusque-là, rien d'anormal. Il s'agit d'Yves Daudigny qui brandit, c'est plus original, des paquets de chips sans huile de palme. La précision est importante parce qu'il a ainsi voulu montrer qu'il existe de nombreux produits de substitution à cette huile, alors que ce soir a été adopté ce que l'on a appelé l'amendement Nutella, soit une augmentation de la taxation sur l'huile de palme très utilisée, notamment dans le Nutella. Alors ce vote intervient dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, un texte sur lequel les communistes jouent une nouvelle fois les troubles faits. On voit tout cela avec Faustine Saint-Geniès. Le suspense durera jusqu'au bout. Ceux qui attendaient une prise de position ferme des communistes sur le budget de la sécurité sociale ont dû être déçus. Le mot d'ordre officiel reste inchangé. Pas d'opposition systématique sur le texte. Même si le groupe voit ses amendements rejetés un à un,
comme ce fut le cas hier soir avec celui sur la taxe sur les retraites. Jusqu'au bout, on va essayer de porter des amendements pour essayer justement de desserrer cet étau-là. Et puis, si ces amendements ne passent pas, eh bien notre vote, évidemment, ne peut pas être favorable à la partie recette du PLFSS. Malgré l'opposition communiste, la taxe sur les retraites a été adoptée. Une mesure qui, pour les socialistes, ne touchera pas les retraités les plus pauvres. Le dispositif tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale permet d'exclure les pensions les plus modestes, puisque 44% des retraités seront exonérés. Le suspense se termine en fin de semaine. Sauf surprise, le groupe communiste pourrait rejeter le texte ou s'abstenir. Une seule chambre, le Sénat. Un même parti, le Parti socialiste, et pourtant, vous allez le voir, deux positions bien différentes sur un sujet délicat. Le président du Sénat et le patron du groupe socialiste au Sénat ne sont pas d'accord sur le non-cumul des mandats. Jean-Pierre Bel s'est dit favorable à la fin du cumul des mandats au lendemain de l'annonce par François Hollande d'une loi début 2013. La mesure ne passe pas, notamment au sein du groupe socialiste, comme le rappelle d'ailleurs avec véhémence François Rebsamen. Les détails avec Fabrice Cunet. Regardez. La réplique n'a pas tardé. Dans une longue interview parue ce matin, François Rebsamen, le patron des sénateurs socialistes, a rappelé son opposition à la règle du non-cumul des mandats. Une opposition qui sonne comme un avertissement. Si le gouvernement veut essayer de nous convaincre, il le peut. Mais je ne vois pas avec quels autres arguments. Plus généralement, le Sénat est hostile à cette règle du non-cumul. La raison est simple, les sénateurs cumulards sont largement majoritaires dans l'hémicycle. Pour les autres, difficile de se faire entendre. Mais là, il faut accepter que les choses changent, le monde change, le rapport de la population à la politique change, et donc il faut l'accepter. Alors ça va être certainement douloureux, peut-être qu'il faudra faire organiser de la transition. Claire-Lise Campion ferait presque figure d'exception. La sénatrice a récemment choisi d'abandonner son poste de vice-présidente d'un conseil général. Aujourd'hui, elle défend l'idée d'un cumul, mais un cumul limité. On aurait un fort risque de se trouver coupé, trop coupé du terrain. Donc garder un mandat local me semble essentiel. Le président du Sénat le sait, il va devoir tenter de déminer le terrain. Alors en conférence de presse ce matin, Jean-Pierre Bel marche sur des œufs. Donc je pense qu'en effet le temps de la limitation du cumul des mandats est venu. Par contre, ce que je crois, c'est que ce sujet-là n'est surtout pas un sujet tabou. François Hollande a annoncé un texte pour début 2013. Il lui reste 2 mois pour trouver un compromis avec les sénateurs de sa majorité. Les tractations commencées depuis plusieurs semaines sont visiblement toujours au point mort. Et notre invité ce soir, il est ancien ministre de l'Intérieur, sénateur du territoire de Belfort, président d'honneur du MRC. Jean-Pierre Chevènement, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Commençons par cette actualité sur la Corse ensanglantée, meurtrie ce soir par un nouvel assassinat. Le président donc de la Chambre de commerce et d'industrie de Corse Sud, Jacques Nasser, a été tué par balle en plein centre d'Ajaccio, à 2 pas du commissariat de la ville. D'abord, votre réaction? Je dirais que cet assassinat qui s'ajoute à tant d'autres est le résultat de la démission de tous les gouvernements depuis très longtemps. Il fallait maintenir un cap clair qui était l'état de droit. Il n'y avait pas d'autre réponse au déchaînement de cette violence imbécile qui prend en otage toute l'île. Car c'est la loi de la peur, c'est l'omerta, c'est, je dirais, quiconque exerce une fonction le fait sous pression, y compris les juges. Je ne parle pas des autres professions. Il y a une porosité entre l'indépendantisme ou le nationalisme et d'autre part le banditisme que d'autres que moi ont dénoncé il y a très longtemps. En particulier 2 leaders indépendantistes, Santoni et Rossi, en 2000, qui l'ont d'ailleurs payé de leur vie. Mais c'est un livre que je vous recommande. C'est un livre intitulé Tout compte fait, ou je ne sais plus comment, mais c'est Rossi et Santoni. C'est un livre saisissant du point de vue de la description des mœurs. Donc je crois que l'État doit être ferme. Et j'attends du gouvernement qu'il soit ferme et qu'il ne ressuscite pas une nouvelle mouture du statut de la Corse, comme le souhaitent les élus de l'Assemblée territoriale. Vous dites ne touchez pas aux institutions ?
Je pense que si on veut réouvrir le débat institutionnel, ce sera à nouveau un signe de faiblesse. Il faut savoir que le président de la collectivité territoriale de Corse est, je dirais, dans une majorité dont font partie les indépendantistes, les nationalistes. Donc il le réclame. Il ne faut pas lui céder. Donc je dis au gouvernement, soyez ferme. Jean-Pierre Chevènement, quand vous dites qu'il faut que l'état de droit soit ferme, concrètement, pour ceux qui nous regardent, on sait que Christiane Taubira et garde des Sceaux et Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, vont se rendre sur l'île fin novembre. Concrètement, quel discours doivent-ils tenir et surtout, quels actes faut-il alors que déjà sur place, le dispositif de sécurité est conséquent sur l'île? Alors je viens de vous donner une réponse déjà. Il y a le discours qu'ils ne doivent pas tenir. Très bien. Et les actes? Ils ne doivent pas accéder à cette nouvelle revendication d'un énième statut pour la Corse. Du point de vue des actes, c'est dans la durée qu'on juge. Il faut que les consignes soient fermes, tant pour la police que pour la justice. Et qu'on mette en place des gens qui aient quelque chose dans le buffet. On va passer à un autre sujet. Simplement, il y a quelques semaines, je me permets de vous le rappeler, vos propos avaient heurté, peut-être un peu choqué. Vous aviez évoqué le passé trouble de l'avocat Solacaro, impliqué, selon vos dires, dans des affaires clandestines. Je l'avais fait rappeler qu'il était une figure éminente de l'indépendantisme, pas seulement du barreau, ce que tout le monde passait sous silence. De la même manière. Donc vous dites tout haut ce que tout le monde pense tout bas? Je dis tout haut ce que tout le monde devrait penser si on apprenait aux gens à penser. Mais pour leur apprendre à penser, il faut leur dire la vérité. Alors, on va, avant de passer à un autre sujet, écouter la réaction de François Hollande, parce qu'il a réagi justement sur ce nouvel assassinat ce soir. On écoute le président. La Corse est endeuillée depuis trop d'années par des assassinats. Il y a une action à engager. C'est ce que le gouvernement a lui-même décidé il y a déjà plusieurs semaines et qui va se poursuivre pour aller chercher les causes même de cette tuerie qui concerne un certain nombre de personnalités et qui doit faire toute la lumière sur à la fois les trafics, un certain nombre de situations clientélaires et nous devons faire avec la justice toute la lumière et chercher les coupables. Le discours vous semble ferme, le ton juste? Écoutez, c'est un discours. Il y a déjà il y a déjà très longtemps que les gouvernements et les présidents tiennent des discours. Il faut qu'ils soient suivis d'actes. Et il faut encore une fois qu'on mette en place des gens dont on ne puisse pas penser qu'ils ont la moindre complaisance avec l'indépendantisme. Alors, la sécurité, la lutte contre les violences, les mafias, quelles qu'elles soient, la lutte contre le terrorisme, c'est un combat au-dessus des partis qui doit rassembler plutôt que diviser. Manuel Valls a exprimé, vous l'avez sans doute suivi, ses regrets après la phrase qui a créé tant de remous hier à l'Assemblée nationale où il a lancé à l'opposition, il est vrai dans un emportement, le retour du terrorisme, c'est vous. On va l'écouter aujourd'hui, il a exprimé ses regrets, vous nous direz ce que vous en pensez. Le président de la République a dit clairement les choses. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire hier comme ce matin, je regrette les propos que j'ai tenus ici dans cette Assemblée. Il y a sur ce sujet, comme sur d'autres, mais notamment sur ce sujet, la nécessité de faire l'union entre toutes les forces politiques, entre tous les Français pour combattre le terrorisme. Les regrets étaient nécessaires, pas d'excuses? C'est bien, ça suffit. On peut tourner la page. Je pense que Manuel Valls a simplement voulu rappeler que c'était sous l'ancien gouvernement que nous avions eu l'affaire Mera. Mais ça ne méritait pas d'être, je dirais, concentré dans une petite phrase qui pouvait prêter, en effet, à procès d'intention. Mais maintenant, la page est tournée. Jean-Pierre Chevènement, hier, lors de sa conférence de presse, François Hollande a récusé le mot de virage, de tournant, même d'inflexion. Est-ce que vous le reconnaissez? Oui, il y a eu une inflexion dans son quinquennat. Oui, nous avons un président qui est social-démocrate. Mais je n'aime pas du tout cette interprétation que je vois en lisant Le Monde, par exemple. C'est faux. François Hollande, dans son discours du Bourget, a pris 60 engagements. Et en tête de ces engagements viennent des engagements sur la production, l'investissement, l'emploi, la compétitivité. Même le mot y figure. Par conséquent, naturellement, il donne un coup de pouce aux entreprises pour qu'elles investissent dans la production, dans la recherche, l'innovation.
pas pour distribuer des dividendes. Alors ça, j'aimerais en être sûr. C'est pas un gros mot, social-démocrate, pour vous? Non, c'est pas un gros mot, mais ça ne décrit pas du tout la réalité de la démarche de François Hollande qui, sur la base du rapport gallois, qui formule un diagnostic clair, lucide, convaincant, de ce qu'est la perte de compétitivité de l'économie française, les parts de marché que nous avons perdues. Nous sommes passés de 5,5% du marché mondial à 3,3% en 10 ans. Le commerce extérieur, qui est le vrai baromètre de cette compétitivité, plus de 70 milliards de déficit. Donc il prend les moyens de remonter cette pente. Oui. Est-ce que ça suffira? Je pense qu'en temps ordinaire, on aurait dévalué. Oui. On ne peut plus le faire à cause de la monnaie unique. Cette monnaie unique est une erreur, je l'ai dit souvent, et on aura beaucoup de peine à remonter la pente parce que la politique mise en œuvre sous l'impulsion de Mme Merkel est une politique récessionniste dont on voit l'effet dans beaucoup de pays d'Europe et même en France. Politique appliquée aussi en France par le président que vous soutenez, François Hollande. Mais j'observe qu'en France, nous sommes à une croissance zéro et probablement nous serons à plus 0,6 ou 0,8 l'année prochaine. Donc nous sommes effectivement dans une phase de décélération économique. Et il faudrait que l'Allemagne, qui a un excédent de pratiquement 160 milliards, donne le signe de la reprise économique, sous forme d'augmentation de salaire, par exemple. Et puis il faudrait qu'au niveau européen, eh bien, il n'y ait pas seulement le pacte de croissance, mais qu'il y ait, par exemple, au niveau monétaire, une politique qui soit plus audacieuse. Donc, si je comprends bien, vous attendez plus ce soir d'Angela Merkel que de François Hollande pour que la croissance revienne en France? Oui, d'une certaine manière, je pense que le bon compromis entre la France et l'Allemagne implique de l'Allemagne un effort non seulement de solidarité, mais un effort de relance pour entraîner, je dirais, la cohorte européenne. L'Allemagne est la locomotive. Eh bien, comme elle a des excédents, eh bien, nous aimerions qu'elle ne s'entête pas dans une politique de surcompétitivité, mais qu'elle fasse respirer un petit peu l'Europe, dont elle a besoin, elle aussi, parce qu'elle est rattrapée par la récession qui se produit dans d'autres pays. Jean-Pierre Chevènement, je voulais aussi vous faire réagir sur deux thèmes sociétaux aussi qui intéressent nos téléspectateurs. Il y a d'abord le mariage pour tous. C'est une promesse qui sera tenue, a affirmé hier François Hollande. Est-ce que vous y êtes favorable, vous, personnellement? Écoutez, je suis à l'origine d'une proposition de loi en 1992, le contrat d'union civile, qui est devenu le Pacs. Et à mon avis, le Pacs résout quasiment tous les problèmes qui se posent aux couples homosexuels. Donc, je me place du point de vue de l'enfant. Pour faire un enfant, il faut un père et une mère. On n'a pas trouvé encore le moyen de faire autrement. Donc, je pense qu'il ne faut pas troubler un certain nombre de repères qui sont valables pour toute la société. Par conséquent, si on peut modifier le Pacs sur tel ou tel point qui ferait problème, j'y suis favorable. Oui, c'est pas à l'ordre du jour. Je suis tout à fait hostile à l'homophobie. Mais je pense que les réformes sociétales ne doivent pas nous détourner de l'essentiel. L'essentiel, c'est le chômage, lutter contre le chômage. Donc, redonner à la France sa compétitivité. L'axe majeur, il a été tracé par François Hollande hier. Il faut se mobiliser là-dessus, ne pas se laisser égarer. Qui a insisté sur ces réformes sociétales, donc mariage pour tous, vous n'y êtes pas favorable? Écoutez, je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour. Une autre promesse, c'était le droit de vote des étrangers. Hier, lors de sa conférence de presse, le président a mis en avant le fait qu'il ne disposait pas de la majorité au Parlement en réunion congrès, c'est-à-dire des 3/5. Beaucoup sont déçus à gauche, et vous? Bien, moi, je pense que le but, c'est l'intégration. C'est de permettre aux étrangers qui vivent en France de se sentir pleinement citoyens. Donc je suis partisan de faciliter les naturalisations pour ceux qui le souhaitent, aussi largement que possible, de façon à ce que les citoyens puissent s'exprimer en tant que tels avec la vue d'ensemble. On ne doit pas couper la citoyenneté en tranches. Oui, mais ça c'est un autre sujet. Mais le droit de vote des étrangers, donc vous n'y êtes pas favorable? Eh bien, je pense que non. La réalité, c'est que dans le pays, il n'y a pas de majorité pour cela. Donc, allons vers l'objectif qui est l'intégration par les moyens les plus simples. Je voudrais terminer par une question sur l'Algérie. Vous êtes, et vous l'avez toujours dit, un ami de l'Algérie. Je crois que vous êtes président de l'association. C'est bien cela. France-Algérie. Vous serez avec François Hollande
Hollande sur place pour son voyage en décembre. Certains à droite estiment que les responsables algériens font de la surenchère sur le thème si délicat de la repentance avant la visite présidentielle. De leur côté, ces responsables algériens disent vouloir une reconnaissance franche des crimes perpétrés à leur encontre. Quel est votre avis ? Mon avis est que l'histoire entre la France et l'Algérie est une histoire, dès le départ, je dirais, qui n'aurait pas dû avoir lieu, parce que la France n'avait rien à faire en Algérie. C'est un dernier acte de la monarchie. Nous n'allons pas de juillet. réécrire l'histoire. On ne va pas réécrire l'histoire, mais je pense qu'il faut prendre conscience de ce qu'a été cette relation très dure, mais en même temps exceptionnelle, et qui a laissé une empreinte profonde sur l'un et l'autre peuple. Mais jusqu'à Donc quand la nous repentance ? devons mettre sur orbite haute la relation entre la France et l'Algérie, et je suis persuadé que François Hollande saura trouver les mots qu'il faut pour cela. Moi, je parle de conscience, et de conscience partagée. Je préfère utiliser ce mot que d'autres mots qui peuvent être mal compris. Merci beaucoup, Jean-Pierre Chevènement, d'avoir été notre invité ce soir. La suite du 22h dans un instant, place à notre club d'éditorialistes pour évoquer de nombreux sujets, dont le duel Fillon-Copé. C'est ce dimanche que nous connaîtrons le nom du futur président de l'UMP. Et en attendant le duel, bien n'est plus vraiment un fleuret moucheté. On va en parler dans un instant, mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. Israël a ouvert les portes de l'enfer, c'est ce qu'a déclaré la branche armée du Hamas, très en colère et qui compte bien riposter après la mort de son chef Ahmad Jabari, attaqué cet après-midi dans sa voiture par un raid de l'armée israélienne. Israël a reconnu avoir volontairement visé le chef militaire du Hamas, qu'elle accuse d'attentats terroristes sur son territoire. L'armée israélienne a mené aujourd'hui une vingtaine d'autres raids à Gaza, en riposte aux tirs de roquettes qui ont atteint hier le sud du pays. Ce soir, Benjamin Netanyahou s'est dit prêt à intensifier ses opérations à Gaza. Normalement, il devait consacrer sa première conférence de presse de président réélu aux négociations budgétaires. Mais Barack Obama a dû répondre à des questions d'un tout autre ordre, celles sur l'affaire qui agite l'Amérique, les liaisons extra-conjugales de David Petrus, désormais ex-patron de la CIA, et John Allen, général de l'armée américaine. Je n'ai aucune preuve à l'heure actuelle. D'après ce que j'ai vu, il n'y a pas d'informations secrètes divulguées qui auraient pu avoir des conséquences négatives sur notre sécurité nationale. L'enquête est en cours. Je ne veux pas faire de commentaires sur les détails de l'enquête. Sur les questions budgétaires, Barack Obama s'est dit prêt à trouver un compromis avec les Républicains pour sortir le pays de l'impasse. Il a également annoncé une réforme du système d'immigration américain dès janvier. Pendant que François Fillon et Jean-François Copé livrent leur dernière force dans la bataille pour la présidence de l'UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet lance son propre courant, la France droite. Le mouvement met le cap sur l'éducation et l'Europe et prévoit déjà la mise en place de correspondants en région ainsi qu'une université d'été. L'ancienne ministre de l'écologie ne quittera pas pour autant l'UMP. En photo, mais aussi en édito. En première page du Monde, on ne parle que de lui, François Hollande. Plantu, lui, en a un peu par-dessus la tête. En même temps, mieux vaut ça que parler du Vendée Globe, par exemple. Nos invités, nos éditorialistes ce soir, Olivier Pastré, bonsoir et bienvenue à vous. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 8, merci d'être avec nous. Éric Brunet, bonsoir. Bonsoir. Essayiste, animateur, polémiste, on vous retrouve sur les ondes de RMC avec Carrément Brunet. Avec nous également Bruno Roger Petit, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste au Plus, Nouvel Observateur, merci d'être là. Et comme chaque mercredi, pour notre plus grand plaisir, Hervé Baudry, bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia. Caricaturiste chez Rue 89. Messieurs, nous allons parler de la droite. Fillon et Copé. La bataille pour conquérir la tête de l'UMP s'intensifie dans les derniers jours de la campagne. Les deux compétiteurs multiplient meetings et attaques. Après s'être égratignés à fleuret moucheté, ils sortent les sabres, dit-on. Alors Éric Brunet, est-ce que cela va laisser des traces, des cicatrices, des entailles, des brèches à droite? C'est le discours ambiant. Bon, il va en rester quelque chose, c'est évident, mais enfin, quand on compare ce processus de désignation avec un autre processus qui n'a pas grand-chose à voir, qui était les primaires socialistes, dans les verbatim, il n'y a pas eu de choses aussi savoureuses, aussi sévères à droite qu'à gauche, à mon avis. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce sont des gens qui ont un rapport à l'utile. Ils sont de droite, hein. Ce n'est pas des utopistes, Fillon et Copé, et ils savent une chose,
c'est qu'à droite, on aime l'ordre. Alors, ils se limitent. Ils pourraient aller plus loin, mais ils se limitent parce qu'ils savent que l'électorat leur en voudrait s'ils franchissaient la ligne rouge. Il y a des petites lignes qui ont été franchies, mais c'est des lignes jaunes. La rouge, ils l'ont jamais franchie. Je trouve que ça se tient bien. C'est pas outrancier. Bruno Roger-Petit, est-ce que l'idée de la grande réconciliation, d'une grande embrassade au soir du dimanche 18 novembre, elle est probable? Serait peut-être même naturelle? Vous savez, moi, je vais être très prudent parce que on ne connaît pas d'abord déjà le vainqueur, même si François Fillon apparaît comme favori. Bon, et surtout, on ne connaît pas, un, l'ampleur de sa victoire, et deux, on ne sait pas comment ça va se passer dans les sections de l'UMP où on va voter. Parce que je rappelle quand même que la différence entre un vote sur une primaire où il y a une contrainte, disons, d'honnêteté dans le déroulement du scrutin, et puis des votes militants, que ce soit le Parti Socialiste ou dans les autres partis, c'est une autre musique. Hein, il suffit de se promener un peu sur Twitter, de lire ce que racontent les différents supporters des deux camps. On sent qu'il y a un soupçon mutuel et réciproque qui plane sur d'éventuelles opérations quant au mode de scrutin. C'est pour ça que pour l'UMP, il vaut mieux souhaiter que la victoire de l'un ou de l'autre soit une large victoire. Par ailleurs, peut-être qu'on en reparlera, mais cette dernière semaine de campagne est intéressante parce qu'elle montre bien quand même que Copé et Fillon, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit et beaucoup entendu tout au long de cette campagne pour la présidence de l'UMP, n'ont pas du tout aujourd'hui la même vision de la droite. Alors, on va en parler. Je voulais juste demander aussi l'avis d'Olivier Passeret. Quel est votre regard? Est-ce que vous pensez que cette campagne est à la hauteur des enjeux économiques, sociaux de notre pays et puis des changements dans le monde? Vous connaissez la réponse. La réponse est non. Très franchement, on a parlé de ce problème de société. Il se trouve que je ne défends pas la science économique, mais il se trouve que l'économie, malheureusement, est au cœur des malheurs et des bonheurs de l'humanité. Donc c'est pas absurde de faire un peu d'économie, et j'ai pas entendu de débat économique entre eux. Après, je pense que la victoire sera nécessairement relativement serrée, parce qu'il n'y a pas une différence de fond, il y a une différence de ton qui est très marquée. Et après, je réponds à la question que vous posiez tout à l'heure. Évidemment que le vaincu embrassera le vainqueur. Mitt Romney, on va avoir le Mitt Romney français dans quelques dizaines d'heures. Donc ça va bien se terminer. Les histoires finissent toujours bien, selon vous. Éric Brunet, le pari de Jean-François Copé, c'est que les militants sont très à droite. Ils attendent, ils demandent, selon lui, un discours, un chef de parti pugnace, accrocheur, batailleur, belliqueux même. Et le pari de François Fillon, c'est que les militants veulent un rassembleur. Selon vous, qu'est-ce qu'ils veulent les militants? Parce qu'on a beaucoup parlé des sympathisants. Moins de militants, qu'attendent-ils? Le barycentre de la politique française et a fortiori de la droite s'est déplacé. On vit vraiment une droitisation. Hein. Nous sommes plus à droite, même la gauche est plus à droite aujourd'hui qu'hier. Enfin, c'est mon sentiment. Donc il me semble que d'un point de vue purement, cyniquement, tactique et stratégique, le calcul de Copé n'est pas bon. Puisque vous me posez une question, j'aurais pu vous faire une réponse de Normand. Le calcul de Copé est bon. On sait que Buisson est là. Copé se dit finalement le 48-4 de Sarkozy. Sarkozy a fait le plein des voix. 400 sondages qui ont précédé l'élection présidentielle ont été publiés dans les mois qui ont précédé. Et sur ces 400, il n'y a pas un seul sondage qui donne un score aussi haut que celui que réalise Sarkozy. Donc Copé se dit, il a fait le plein des voix de droite, j'utilise la même stratégie. Est-ce que ça va suffire pour faire de lui le patron de l'UMP? Je ne suis pas convaincu du tout, hein. Mais en tout cas, lui a fait une campagne conceptuelle. Hein. Les hommes de marketing pourraient dire qu'elle est conceptuelle parce qu'il a une ligne éditoriale, contrairement à Fillon. Hein, c'est celle de Buisson. Oui, celle de Buisson, vous avez raison. Il lui a rendu hommage dans le Figaro cette semaine, Patrick Buisson. Contrairement à Buisson, à Fillon, qui lui, effectivement, est plutôt old school, qui considère que les victoires se gagnent au centre. C'est ce qu'on a toujours dit, d'ailleurs. Même à gauche, a-t-il dit, hein, dans un discours, oui. Donc, on va voir. Alors, Bruno Roger-Petit, je voulais vous faire réagir à cette phrase de François Fillon, je crois qu'elle a été prononcée ce matin, et le camp Copé juge très ambigu. Hein. Ce sont des propos sur les origines du candidat Copé. On va les écouter, je crois que François Fillon l'a dit sur BFM, RMC d'ailleurs, regardez. La stratégie dont notre pays a besoin, c'est pas une stratégie de division. Vous savez, on est vraiment dans une crise très profonde. Mais rassembler peut-être la droite et l'extrême droite. Alors, jamais. Pour une raison très simple. Pour vous, jamais. Pour Jean-François Copé, peut-être. Je ne le crois pas, parce que je pense que tout, dans ses origines, dans son engagement politique, mais vous avez des doutes conduit. Non, je dis simplement que il y a cette idée qu'un parti, ça se gagne à droite pour un parti de droite et à gauche pour un parti de gauche.
Alors, Bruno Roger-Petit, c'est le mot origine qui a été jugé ambigu, et il l'est quand même un petit peu par le camp de Jean-François Copé. Non, il n'est pas ambigu. Si je comprends bien ce que veut dire François Fillon, c'est de rappeler que Jean-François Copé est d'origine juive, il ne l'a jamais caché, et que de ce point de vue, se livrer, comme François Fillon semble suspecter, à une course à la droite de la droite de la droite, donc vers l'extrême droite, peut lui poser éventuellement à un moment un problème de conscience. C'est comme ça que je l'interprète, et j'ai pas l'impression de me tromper. On agit en fonction de sa naissance, de son origine, de non, sa race? Non, je pense pas que ce soit ça. En même temps, quand vous savez cette origine-là, je connais un certain nombre de gens pour qui cette histoire-là compte. Évidemment. Ouais. Bon, donc ça peut dicter vos choix politiques de la même façon que notre univers culturel dicte nos choix politiques. C'est une maladresse non, je pense pas. Moi, je ne l'interprète pas comme ça. Non. Là, vous lui cherchez des poux. C'est pas moi, c'est le camp de Copé. D'abord, ça laisserait supposer que les Français juifs ne votent jamais pour le Front National. C'est pas vrai. Il y a eu, à mon avis, on sait très bien que beaucoup de Français juifs, j'imagine, votent pour le Front National. Quand il parle d'origine, il parle pas que de cela. Il parle de cette famille UMP qui a assez peu failli sur les questions de proximité avec le Front National. Olivier Passeret, vous avez l'air... Objectivement, j'avais pas vu cette séquence. C'est alors je pèse mes mots, abject. Pouvoir dans un débat électoral, quelle que soit l'interprétation qu'on donne, il peut y avoir une interprétation qui est d'ordre ethnique. Dire parce qu'il est telle origine, il n'a pas le droit de prendre telle position. François Fillon, pour que j'ai jamais voté pour lui, je voterai jamais pour lui, donc je suis totalement objectif. Il le sait maintenant. Et oui, ça en fait un de moins, ou un de plus. J'avais plutôt un certain respect pour lui, y compris dans la façon dont il a supporté Sarkozy. Là, franchement, à mes yeux, il se disqualifie définitivement. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire des attaques, y compris personnelles. Je suis pas pour, mais pas de ce registre-là, pas dans la période. On n'a pas compris la même chose. Mais attendez, je suis libre d'avoir compris ce que j'ai compris, et je ne dois pas être le seul. Bon. Enfin, moi, je ne fais pas la même interprétation que vous non plus. Pour résumer, d'autant plus que c'est là où je voudrais en venir quand même. La dernière semaine de campagne montre justement que François Fillon, de ce point de vue-là, est insoupçonnable, puisque dans son discours au meeting qu'il a tenu au Palais des Congrès en début de semaine, il a justement dit il faut parler à tous les Français, sans exclusion, sans exclusive et sans exception. Et il reproche justement, et c'est ça le clivage final de cette fin de campagne de la présidence de l'UMP, il reproche à Jean-François Copé justement de faire cette campagne que Patrick Buisson avait inspirée à Nicolas Sarkozy, et qui est, toute proportion gardée, je me méfie des comparaisons, mais quand même ça y ressemble, celle qu'ont fait les Américains aux États-Unis, c'est-à-dire de ne plus faire campagne que sur des thèmes identitaires, s'adressant à un peuple blanc, d'origine et de religion ou de culture judéo-chrétienne, à l'exclusion de tous les autres. Et Fillon, je le pense, fait l'analyse, comme ce qui est arrivé à Romney aux États-Unis, que quand on fait ça, on perd. Et là-dessus, je termine juste. C'est le problème qui peut guetter l'UMP. C'est-à-dire, imaginons que Jean-François Copé soit désigné par les militants président de l'UMP dimanche. C'est déjà arrivé dans l'histoire que très souvent, vous avez des militants qui désignent des présidents de parti, des chefs de parti, des leaders, des candidats qui ne correspondent pas à l'état global de l'opinion. Les socialistes anglais, les travaillistes ont fait ça pendant 10 ans face à Margaret Thatcher, désignant des candidats trop à gauche qui ne correspondaient pas aux attentes. Il peut y avoir un décalage. Voilà, il y a souvent un décalage. Mais chacun, vous avez votre propre interprétation, on respecte chaque avis sur cet extrait qu'on a vu aujourd'hui. Oui. Moi, je trouve que il faut pas se boucher le nez tous les 4 matins. Quoi. Franchement, dans cet extrait, il n'y a pas de quoi écrire une lettre à ses parents. Honnêtement, il y a effectivement 2 stratégies de campagne très différentes entre Fillon et Copé. Sur le contenu, je ne suis pas convaincu qu'ils soient si différents l'un de l'autre sur les aspects purement programmatiques. Donc arrêtons avec cette vision, ces éditorialistes olfactifs qui se pincent le nez tous les 4 matins en disant « Mon Dieu, tout ça est nauséabond ». La phrase de Fillon, moi, me gêne pas du tout. Vous ne connaissez pas la phrase. Est-ce que vous acceptez le fait que non, Fillon dit Fillon connaît bien Copé. Fillon dit je connais bien Copé. Compte tenu de ce que je connais de lui, son origine politique, c'est
ses origines culturelles, je doute qu'il ait un jour envie de voter pour l'extrême droite. C'est tout ce que dit Fillon. Il n'y a pas de quoi écrire une lettre à ses parents, vous le savez bien. Cher monsieur, je suis désolé. On peut émettre des informations, c'est notre travail autour de cette table. Il faut aussi tenir compte de la façon dont c'est perçu. Alors, là, moi, je réagis simplement en disant le mot origine est un mot extraordinairement déplacé et je ne dois pas être le seul. Voilà, on va rigoler un petit peu. Non, mais on va changer un petit peu. Avant de parler plus sévèrement d'austérité, il y a une droite aussi, il y a la droite qui est nostalgique de Nicolas Sarkozy. C'est quand même un phénomène, vous allez me l'expliquer, assez atypique. Un candidat battu, un président sortant qui fait l'objet d'habitude d'un rejet ou en tous les cas d'une traversée du désert. Mais celui-ci semble être désiré. On va regarder, pour sourire un peu et se détendre, un extrait des Guignols de l'info. Nicolas Sarkozy qui hésite à choisir entre Jean-François Copé et François Fillon. Regardez. Je suis maintenant avec Nicolas Sarkozy. Monsieur Sarkozy, François Fillon et Jean-François Copé sont les deux favoris pour la présidence de l'UMP. Et tout le monde attend de savoir lequel des deux vous allez soutenir. Et c'est pas facile de se décider. Hein. François et Jean-François sont deux candidats aux qualités hors normes. Oui, vous êtes indécis. Attendez, d'un côté vous avez Jean-François Copé qui gère depuis 15 ans une mégalopole de 3000 habitants, Meaux, et en face, François Fillon, qui lui est tout simplement l'ancien maire de Sablé-sur-Sarthe, commune qu'on ne présente plus. Hein. Vous les dénigrez un peu, là, non? Pas du tout, je dis la vérité. Il a fait quoi, Fillon, dans sa vie, à part maire de Sablé? Il a été votre Premier ministre pendant 5 ans. Non, il a répondu à mon courrier pendant 5 ans. C'est moi qui ai tout fait. Ah, donc vous pencheriez davantage pour Jean-François Copé? Ah ben, ce qui est sûr, c'est que Copé peut s'appuyer sur des réseaux internationaux incroyables. Grâce à son meilleur ami, Ziad Takieddine, le marchand d'armes, escroc international. Voilà, et Hervé Baudry qui croque Nicolas Sarkozy en Nicolas le conférencier qui revient. De Moscou. De Moscou, oui. Réaction peut-être? Peut-être pas l'extrait des Guignols de l'info, mais cette nostalgie, Éric Brunet, vous qui avez tant... Préparez vos mouchoirs. Non, je vais vous dire pourquoi. Parlez il y a avec émotion de Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il y a une vraie nostalgie parce que les gens, vous savez, c'est le petit qui était à la cour de récré sur lequel on a tapé tout le temps. Il y a ça quand même entre les Français et Sarkozy. Il y a quand même cette grande culpabilité. On a dit pendant 5 ans qu'il était mauvais, malhonnête, qu'il y a eu je ne vais pas vous sortir les unes des news magazines, mais le voyou de la République. Tout ça allait bien au-delà du jugement rationnel et raisonné de sa politique. On était dans un truc passionnel, inexplicable, où seuls des psychosociologues pouvaient l'expliquer. Donc aujourd'hui, on se dit, mon Dieu, on a tapé trop fort, et finalement, dans la tourmente, l'autre n'est pas mieux. Donc fort naturellement, beaucoup de gens ont une nostalgie qu'il est facile de concevoir. Bon, voilà, et puis par ailleurs, après cette petite explication qui coûte pas bien cher, une autre, moi j'ai fait partie de ceux qui estiment qu'il a un bilan plus que présentable, et ça, l'histoire jugera, mais l'histoire elle est en train de s'écrire. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, face à ce nuage de fumée qui se dissipe, qui commencent à avoir un autre regard sur Sarkozy. Bon, nous verrons, puisque l'histoire s'écrit. Je voulais vous faire réagir aussi, et c'est Olivier Pastré, à cette actualité ce soir. On n'imagine pas parfois quelle austérité draconienne subissent les autres pays d'Europe en ce moment. Il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a le Portugal, les Espagnols avec Mariano Rajoy, les Italiens avec Mario Monti. On espère qu'avec cette austérité, au bout du tunnel, il y a la lumière. Non mais attendez, l'austérité, c'est pas un bon terme. Moi je préfère le terme de rigueur, qui à l'époque était considéré comme une obscénité. Non mais la rigueur, c'est bien être rigoureux. On a des dépenses, on a des recettes, il faut équilibrer les deux. Ceux qui crient dans la rue ce soir, ils ne le perçoivent pas comme ça. Non mais que les gens ne le perçoivent pas comme ça, et en particulier les moins favorisés, c'est une réalité objective. Mais qu'il faille revenir progressivement, remettre de la raison, de la rigueur dans les comptes publics, si on ne le fait pas, c'est nos enfants qui vont le payer. Donc je pense que si on prend cet argument, qui est un argument générationnel, je pense que tout le monde serait prêt à faire un peu plus de rigueur et on n'utilise pas. Oui, pour la rigueur, mais jusqu'où dans l'austérité? Alors dans l'appauvrissement des peuples, que l'on voit même à l'œil nu parfois, dans certaines rues des capitales européennes. Prenons d'abord la nécessité de rigueur. Si tout le monde accepte ça, on va avancer. Après, le rythme de rigueur, c'est la question aussi que vous posez, ça c'est une autre question. Est-ce qu'il faut serrer le robinet
et fermer tout flux brutalement, la réponse est non. On l'a fait en 29, on sait ce que ça a donné. Donc il y a quelque chose qu'en économie on appelle le fine-tuning, le réglage millimétrique de croissance et rigueur. Ça, c'est très difficile. Objectivement, depuis l'éclatement de la crise, c'est-à-dire maintenant malheureusement depuis 4 ans, les dirigeants, qui soient politiques ou type BCE ou Fed, la Banque centrale américaine, ont été plutôt bons dans on s'adapte à la situation, on est pragmatique. Donc je suis raisonnablement confiant. Il faut surtout pas serrer la vis trop fort, trop vite, mais il faut absolument la serrer, sinon ça ne tiendra pas. Alors, et on va terminer aussi sur cette image, cette Europe d'Hervé Baudry, avec des heurts, quand même, on va le souligner ce soir, au Portugal et en Italie. Je vais vous faire aussi réagir à notre revue de presse avec les hebdos à retrouver dans vos kiosques. Demain, on va commencer par Le Point, qui titre, vous allez le voir, sur la biographie choc de Philippe Cohen et Pierre Péan, une histoire française. Alors, les deux auteurs retracent, sans complaisance, mais aussi sans a priori, le parcours de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, du quartier latin des années 50 au second tour de la présidentielle en 2002, en passant par l'aventure Poujade, la guerre d'Algérie et beaucoup d'autres choses jusqu'au passage de témoin à la fois voulu et subi à sa fille Marine Le Pen. Une réaction, Bruno Petit? Non, c'est un livre que je lirai avec intérêt parce que je crois que la dernière grande biographie de Jean-Marie Le Pen, c'était Gilles Bresson, journaliste disparu en 2002 de Libération, qu'il avait rédigé, qui était déjà un ouvrage de référence. Donc je suis curieux de voir ce qu'ils peuvent apporter de nouveau, d'autant que on me dit que selon eux, l'histoire des tortures en Algérie serait peut-être un peu plus compliquée que ce qu'on a raconté jusque-là. J'attends de voir avec intérêt. Et donc les bonnes pages dans Le Point. Et voici le Nouvel Observateur à présent avec cette équipe de gladiateurs. Oui, regardez, ce sont les opposants à François Hollande, ou plutôt les croisés anti-Hollande, titre l'hebdomadaire. Vous pouvez reconnaître Jean-François Copé, derrière Florian Philippot, Christine Boutin, Jean-Vincent Placé, Jean-Luc Mélenchon. Oui, ce sont Éric Brunet, les croisés anti-Hollande. Ben oui, les croisés anti-Hollande. Vous savez, il y en a de gauche, il y en a de droite, il y en a d'un peu partout maintenant. Je vois également, c'est Jean 23, non, derrière? Mais tout à fait, Monseigneur, oui, aussi, qui s'oppose sur le mariage pour tous. Très belle une, visuellement. Tiens. Je ne suis pas certain que ce soit Tiens, l'éditorialiste soit plus du Nouvel Observateur, dès que le Nouvel Observateur a une belle une. À découvrir dans l'Express également, le vrai coup, ça va vous intéresser Olivier Passeret, de l'immigration. Alors que le sujet suscite toujours autant de polémiques et de déclarations enflammées, l'Express montre, enquête à l'appui, chiffres à l'appui, que les immigrés sont un atout économique pour le pays et qui ne creusent pas les déficits sociaux. C'est une aveuglante évidence. Pas pour tous. Non, mais parce qu'on fait pas assez de une sur le sujet. Et j'aurais pas dit le coût de l'immigration, j'aurais dit le bénéfice de l'immigration. Si j'avais été intelligent, ce qui n'est pas mon cas. Vous avez fait une présentation bienveillante parce que ce que vous venez de dire est un petit peu contrarié, voire contredit par la mise en image qui figure en une de l'Express cette semaine, où on voit une femme immigrée voilée rentrant dans une caisse d'allocation familiale, qui laisserait plutôt supposer le contraire. Vous faites bien de le rappeler. Et visiblement, je crois que la Société des journalistes de l'Express a quelques questions à poser à son directeur. C'est pas la réalité. Très bien, on apprend des choses. Merci en Téléca d'avoir été nos invités ce soir. Hervé Baudry, merci pour tous ces dessins. Je crois que vous vouliez nous parler de quelque chose en particulier, parce que Hervé est caricaturiste, il nous fait le plaisir de venir chez nous, et c'est aussi un artiste complet. C'est vrai que je suis dessinateur de presse, mais il m'arrive de changer de crayon et de quitter le crayon pour prendre le pinceau ou le burin. Et je fais partie d'un collectif d'artistes sur le Haut-Montmartre et on organise depuis maintenant bientôt 2 décennies les ateliers portes ouvertes, comme il en existe dans Paris, ailleurs en France aussi. On est tous invités ce soir. Donc en fait, c'est ce week-end, le 16, 17, 19 novembre. Alors je suis venu avec une petite œuvre d'une sculpture sur bois, une femme au cigare, Maduro et Puros, parce que je suis amateur de cigares, mais il ne faut pas le dire, la télé ça passe pas. Et on pourra y trouver aussi des peintures sur plexi. Je travaille sur Venez donc découvrir Hervé et d'autres artistes. Il y a un petit plan, on trouve un petit plan comme ceci, et vous avez donc tous le plan de Montmartre, et vous avez tous les noms des artistes. Merci beaucoup Hervé. On se tu peux les épeler Anna, si tu veux. La dernière page du journal avec la Minute Cinéma dans le 22h. Regardez, on vous parle ce soir de la dernière production de Costa Gavras, Capital. Donc voici un extrait et un résumé. Nous allons continuer de prendre aux pauvres pour donner aux riches. C'est un jeu. Parfois injuste, un peu cruel, certes, mais
Un jeu planétaire. Et les gens qui perdent leur emploi, leur vie, qu'on recherche des actionnaires, ils jouent eux aussi? Un jeu, oui, c'est comme ça que Costa Gavras définit le monde de la finance dans son dernier film Le Capital, en salle cette semaine. Gad Elmaleh y campe un jeune patron d'une grande banque européenne et pour satisfaire ses actionnaires américains, il doit licencier plusieurs milliers de salariés dans un gigantesque plan social. Après Le Coup près, sorti en 2005, Costa Gavras nous présente à nouveau l'argent comme la principale source de violence du XXIe siècle. Si la mise en scène est quelque peu attendue et les dialogues parfois proches des slogans publicitaires, le film tire sa force de son regard éclairé sur des problématiques d'un monde en transition, comme l'impuissance des politiques face aux financiers ou la totale irresponsabilité de certains spéculateurs. Le Capital de Costa Gavras, c'est le film sélectionné pour vous par le 22h. Et voilà, c'est la fin du journal. Merci de votre fidélité. À suivre, déshabillons-les. Belle soirée, à demain avec plaisir. Que ça bouge. Non mais c'est vrai, hein. Vous savez, il faut faire du bouche-oreille, hein, parce que les petits jeunes, il faut qu'on se batte un peu, hein, pour faire bouger les choses en politique, à Meaux ou ailleurs, hein, faut y aller. Hein. Faut que ça bouge, disait-il en 1995 lors de sa campagne à Meaux. Ce slogan est-il toujours celui de Jean-François Copé? Parle-t-il vraiment des vrais problèmes aux vrais gens, comme il prétend le faire? Et sa stratégie de communication façon droite décomplexée ne risque-t-elle pas de lui jouer des tours? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, Jean-François Copé, qui nous a reçus à l'UMP. Jean-François Copé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes aujourd'hui en compétition avec François Fillon pour prendre la tête de l'UMP. La campagne est dure, les médias en rendent compte tous les jours. Mais sur le plan humain, vous vous connaissez bien. Quelle est la principale qualité que vous lui reconnaissez, celle que vous lui enviez éventuellement? Écoutez, c'est quelqu'un qui est en fait dans le contact quotidien extrêmement aimable. Et nous avons toujours eu des relations qui étaient extrêmement cordiales, même si nous avons parfois des désaccords. Et je trouve que c'est plutôt agréable. Et son principal défaut? Ah, écoutez, vous m'en demandez beaucoup. Je ne suis pas un spécialiste de la publicité comparative, hein. Voilà, donc je suis heureux de vous avoir dit l'une de ses qualités. Alors, il y a les journalistes qui, eux, sont experts en publicité comparative, voilà, paraît-il. Alors justement, on en a interviewé un qui vous connaît bien, Frédéric Dumoulin, et il parle de votre relation avec François Fillon à partir d'un petit extrait qui peut paraître anecdotique, on va le voir, mais qui marque, paraît-il, un moment charnière dans votre relation avec François Fillon. On est fin 2010 et François Fillon tient son discours de politique générale. Quelques images et son commentaire, je vous montre. Je vous le dis, nous allons continuer à réformer. Au nom de l'avenir que nous écrivons aujourd'hui. On a beaucoup parlé de la jeunesse ces derniers mois. Voilà, un discours de politique générale du Premier ministre et ostensiblement Jean-François Copé n'écoute pas. Alors ça veut dire quoi ça? Oui, bah c'est en fait ça. Après, il a dit, il s'est même excusé publiquement en disant oui, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Je suis désolé si j'ai pu apparaître insolent. Non, mais en fait, voilà, c'est pour montrer aussi. Voilà, finalement, François Fillon apparaît comme le vainqueur de son match avec Jean-Louis Borloo, puisque c'est lui qui a été reconduit à Matignon. Mais Jean-François Copé montre aussi que c'est l'autre homme fort autour de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que lui, il a le parti maintenant. D'accord, quand il fait ça, il refuse de faire vœu voilà, d'allégeance. Voilà, il ne fait pas allégeance. Voilà. En fait, c'est une façon de dire, il faudra compter sur moi. Mais en même temps aussi, c'est reconnaître que François Fillon, ça sera quand même un obstacle pour la suite, puisque si jamais François Fillon n'était pas un problème, il l'écouterait tout naturellement. D'accord. Vous pensez que là, il a deviné que c'était lui, oui, que sur sa route, éventuellement, le seul qu'il pouvait trouver, c'était François Fillon. Alors que, étonnamment, au début du quinquennat, les deux hommes étaient plutôt assez proches sur le constat, sur les questions financières, sur les questions budgétaires, sur la question... ils sont tous les deux plus libéraux que Nicolas Sarkozy, on va dire.
Et même Jean-François Copé a essayé, entre guillemets, de dealer au début avec lui quand il était en mauvais termes avec Nicolas Sarkozy. Au tout début du quinquennat, il a essayé de se faire un allié de François Fillon. Bon, ça n'a pas fonctionné parce que François Fillon est moins dans ce style-là. C'est pas du genre à conclure des pactes. Il est plus solitaire pour tout ça. Mais en fait, au départ, il y a vraiment eu un certain rapprochement entre les deux hommes. Mais ensuite, très vite, Jean-François Copé est déçu, enfin c'est ce qu'il dit, hein, il est déçu par François Fillon, dont il estime qu'il n'est pas assez courageux vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Il estime qu'il encaisse trop. Voilà. Alors, petit retour en arrière. Le journaliste explique qu'au début du quinquennat, vous aviez à un moment été tenté de vous rapprocher de François Fillon. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors pourquoi ça n'a pas marché? Pour tout vous dire, non, c'est pas tout à fait. Ah bon, alors les journalistes en plus, ils font de la publicité comparative. Non, écoutez, non. Mais Frédéric avec Dumoulin fait une analyse qui est tout à fait intéressante et bien sûr pertinente, mais bon, c'est pas tout à fait cela. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Non. C'est vrai que nous avons des tempéraments très différents. François Fillon et moi, et que pour ce qui me concerne, j'ai toujours été attentif à l'exigence de décider, de mener à bien une politique publique jusqu'au bout. Voilà. Et de ce point de vue, il m'est arrivé de considérer que lorsque moi-même, dans le cadre de ce que j'appelais la coproduction des réformes ensemble, la majorité que je dirigeais à l'époque, et exécutif, nous n'étions pas suffisamment soutenus quand on devait l'être. Voilà. Je pense par exemple que sur le texte que j'ai porté, sur l'interdiction de la burqa, qui était pour moi, et comme pour quasiment tous mes amis députés, une manière de dire stop à des extrémistes qui provoquaient la République, eh bien, du côté de l'exécutif, on nous regardait un peu de haut. Bon. Je n'ai pas trouvé toujours le soutien que j'aurais pu penser. Il dit finalement, souvent vous disiez aux journalistes qu'il manquait de courage. Alors sur le fond, là encore moi je ne peux pas parler à sa place, mais moi je défends une ligne à laquelle je tiens beaucoup, qui est celle de dire on doit être fier d'être de droite. Voilà. C'est ce que j'ai appelé la droite décomplexée. Voilà. Alors quand je dis ça, François Fillon me dit non, mais ça c'est la droitisation. Non, c'est la droite. C'est-à-dire cette idée que nous avons des valeurs dont on doit être fier. L'autorité dans un pays qui a besoin de glissières d'autoroute, le courage politique, aller au bout des réformes, et puis d'autre part, la générosité. Et là, c'est vrai que c'est une des différences que nous pouvons avoir. Moi, je suis élu de terrain. Je suis élu à Meaux, dans une ville qui a été à gauche pendant des années, où j'ai fait baisser le Front National. Vous avez fait le choix d'aller vous implanter, effectivement, alors que vous étiez plutôt au départ parisien, des beaux quartiers. Un petit mot quand même concernant cet épisode et ces images. Alors ça peut paraître assez anecdotique, ce discours de politique générale. En même temps, visiblement, ça a été un moment important qui a beaucoup énervé François Fillon. Ça marche comme ça, la vie politique? On s'envoie des petits signaux comme ça? Écoutez, je vais vous dire très honnêtement, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tout de suite exprimé des regrets, parce que moi je suis quelqu'un qui est extrêmement simple sur tout ça. Je suis désolé que ça ait été interprété ainsi, car ce n'était pas du tout mon but. Voilà. Donc je m'en suis d'ailleurs ouvert immédiatement à François Fillon, en lui disant écoute François, je suis absolument confus, c'était vraiment des histoires d'images. Je suis désolé que cette image où on me voyait signer un parapheur soit sortie de son contexte. Voilà. Mais le fait qu'il ait mal réagi, parce qu'à l'époque on se souvient qu'il avait mal réagi, ça en dit long quand même sur l'état de vos relations. Pour qu'il interprète ça et qu'il croit à cette interprétation. Oui. En même temps, vous voulez que je vous fasse une confidence? Bah oui. Eh bien écoutez, moi j'estime que quand quelqu'un est froissé, il est normal qu'on lui présente ses regrets, ce que j'ai fait immédiatement. Il m'est arrivé d'être froissé, de n'avoir jamais entendu les siennes. Ah bon, quand bah, dites-nous quand, alors on a envie de savoir peu importe, peu importe. Bon, d'accord. On a parlé des personnes, vous avez évoqué votre livre, donc ce manifeste pour une droite décomplexée, voilà le mot-clé. Alors, il y a des passages de ce livre que vous avez repris dans plusieurs discours, et à un moment, eh bien, alors là, vous êtes attiré une avalanche de critiques. Je vais vous faire commenter ce moment, mais d'abord vous soumettre le commentaire d'un expert de la communication, Gilles Masson, qui réagit à cette fameuse anecdote, ce discours sur le pain au chocolat. Je vous montre. Il est des quartiers dans notre pays, hélas, où il ne fait pas bon être une femme et où il ne fait pas bon être de couleur blanche. Il est des quartiers où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, père ou mère de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on ne mange pas pendant le ramadan. Il est des familles de France qui vivent en silence
leurs souffrances et à qui personne ne parle jamais, autrement qu'en les stigmatisant et en les traitant de tous les noms, au point qu'ils sont obligés aujourd'hui de baisser la tête et de partir, s'ils peuvent, le plus loin possible, alors qu'ils sont citoyens de la République française. Est-ce que nous allons, nous, tolérer cela au seul motif qu'à chaque fois que l'un des nôtres le dit, il se fait injurier par cette gauche de Saint-Germain-des-Prés? Sur le fond, on le sait, hein, il va apparaître comme l'homme politique de la vraie vie par rapport à la droite molle, ça c'est clair, droite complexée versus droite molle. Il provoque le choc en permanence pour avoir le maximum de bruit médiatique. Et il y arrive. Oui, parce qu'il sait en disant ça que exactement, ça y est, il va provoquer un énorme tsunami. Il le provoque, il y arrive, il le gère. Ce qui est très intéressant chez Copé, et on retrouve encore ça dans cette déclaration-là, c'est qu'il a toujours eu des fonctions qui font que paradoxalement, il ne parle pas forcément à qui on croit. C'est-à-dire Copé a été pendant des années le porte-parole du gouvernement. Il s'adressait sur toutes les télés au gouvernement. Quelque part, il parlait au gouvernement. C'est-à-dire qu'il était porte-parole pour parler disait, aux Français, mais en fait, il ne parlait pas aux Français, il parlait au gouvernement. Exactement. Il parle par-dessus la tête des gens au gouvernement. Quand il est président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, quelque part, quand il parle dans les grands médias, il parle à son camp. Il doit mobiliser en permanence les parlementaires pour en faire sa propre armée. Et quand il parle aujourd'hui à la télévision, il parle aux militants qui vont voter pour le chef du parti à l'UMP. Et ce discours-là est absolument typique de ça. C'est-à-dire que Copé, en communication, on dit il y a la cible B2B, c'est-à-dire la cible business, des influenceurs, donc son parti, et la cible B2C qui est le grand public. Copé, en permanence, fait des déclarations fracassantes et quelque part, ça passe un peu au-dessus de la tête des gens, ça provoque le débat et ça le refait exister auprès de son propre camp. Voilà, B2B versus B2C. Vous y avez pensé à ça? Non, enfin, moi j'admire, hein, c'est un métier. Et ça n'est pas le mien, celui de l'analyse de la communication. Bon, il y a juste un petit quelque chose qui manque dans tous ces commentaires sympathiques. Hein, c'est que c'est des commentaires qui viennent de Paris, quoi, qui sont totalement déconnectés de ce qui se passe sur le terrain. Et vous pensez que sur le terrain, vous parlez à tout le monde, pas juste à votre camp? Mais bien sûr. Mais écoutez, c'est en ça d'ailleurs que... Mais il faut laisser du temps au temps, on verra, on expliquera tout ça. Mais toute ma formation, tout mon parcours, c'est celui de maire de Meaux. C'est-à-dire d'une ville où j'ai moi-même, avec les années qui ont passé, découvert des choses auxquelles je ne pouvais même pas croire. Des choses qui ne passent jamais au journal de 20 heures. Qui sont... Mais si, je vous assure... Beaucoup de choses qui passent au journal de 20 heures quand même. Mais celles-là, elles ne passent pas. Celles-là, elles ne passent pas. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont politiquement incorrectes. Parce que le dire crée immédiatement la polémique. Alors, et donc, juste pour finir là-dessus, c'est intéressant ce commentaire du point de vue professionnel pour le métier qui est le vôtre. Mais ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que la politique, aujourd'hui et demain, ce sera d'abord la capacité, depuis le terrain, de prendre des exemples concrets et de proposer des solutions concrètes, comme je l'ai fait. D'accord. Vous voyez, parce qu'on a pris que la dénonciation du problème dans l'extrait, mais il y a tout ce que je déroule dans le discours à Draguignan pour montrer qu'on peut en sortir. Oui, parce qu'effectivement, là, ce qu'on peut dire quand on voit cet extrait, c'est que votre manière de raconter l'histoire... il y a beaucoup de détails, hein, les pères et les mères de famille qui rentrent le soir, on imagine les parents fatigués et qui découvrent, oulala, des voyous. Enfin, on sent que les détails, la manière de le raconter, c'est très journalistique pour le coup. Oui, mais vous voyez, regardez, vous en parlez, pardon, ne le prenez pas mal, mais vous le prenez avec un sourire. Non, je demande qu'on comprenne. Non, je ne prends pas ça avec le sourire, je dis juste que la somme de détails par rapport à votre livre, par exemple, ou dans votre livre, l'anecdote, elle est beaucoup plus à plat, que là, il y a des détails sur les pères et mères de famille qui rentrent du travail, etc. Et donc, du coup, on imagine, et c'est vrai que je le dis avec le sourire, pas du tout par rapport aux personnes concernées, mais par rapport à l'évolution, effectivement, entre le livre et le discours. Et c'est vrai qu'on se dit que vous avez dû réfléchir à la manière de raconter cette anecdote. Et on se demande, effectivement, si tous ces détails, pourquoi tous ces détails? Est-ce que c'est pour faire vivre la... Non, mais après, il y a une question de pédagogie. Il faut que chacun comprenne ce que cela veut dire. Il est évident qu'à l'oral, vous ne pouvez pas... vous avez une liberté que vous n'avez pas de la même manière quand vous le faites vivre à l'écrit. Mais sur la manière de raconter l'histoire, vous vous dites pas effectivement que c'est parce qu'il y a eu tous ces détails, c'est que vous en avez peut-être... Enfin, c'est parce que vous avez il y a un peu de pathos dans l'anecdote telle que vous la racontez, et que c'est peut-être ça qui a Eh bien, je vais vous dire, ce que vous appelez le pathos, moi j'appelle ça la générosité. Je pense qu'il y a, il y a vraiment quelque chose que chacun doit comprendre. Je pense que, plus encore aujourd'hui qu'en d'autres temps, dans cette société hyper médiatisée, la politique telle que moi je l'imagine ne pourra plus être simplement l'accumulation de grandes phrases magnifiquement rédigées, tellement longues qu'on ne comprendra plus ce que le responsable politique veut dire. Je crois demain à l'exigence d'authenticité, de dire ce que l'on ressent à une condition. C'est qu'une fois qu'on a entendu et écouté, on propose des solutions.
concrètes. D'accord, les solutions, mais le registre, alors est-ce que vous appelez générosité, que l'on peut tenter d'appeler pathos en disant... Mais oui, parce que vous avez aussi Nicolas Sarkozy en 2007 d'ailleurs aussi dans sa manière de raconter les anecdotes. Vous appelez pathos parce que je vois bien qu'il y a derrière le côté, là encore ne le prenez pas mal, péjoratif. Non, vous cherchez à susciter l'empathie, vous cherchez à faire vivre ces gens, à ce qu'on les imagine en train de souffrir. Écoutez, c'est pas le mot pathos qui résume ce que vous venez de dire. Le mot pathos, c'est en gros, eh bien, on va sur la souffrance. Non, ce qui compte pour moi, c'est que les gens qui sont dans l'épreuve sachent qu'ils sont entendus et respectés par rapport à ce qu'ils vivent et qu'on leur propose des solutions et des réponses. Et quand vous dites aujourd'hui dans le monde médiatique tel qu'il est, on ne peut plus faire des grandes phrases, en fait il faut parler comme ça, c'est une conclusion à laquelle vous êtes arrivé quand? Ça, c'est que je pense que les gens veulent du concret. Et qu'à partir du moment où dans une même phrase, parce que vous ne voulez pas prendre de risque, vous dites une chose et son contraire, regardez la communication de François Hollande, elle est éclairante. Vous n'avez jamais une réponse claire chez François Hollande. Et ce tsunami dont parle Gilles Masson, le communicant, vous l'escomptiez en prononçant cette phrase que vous avez répétée à plusieurs fois lors de plusieurs discours. Vous voulez savoir ce que j'en pense? Je pense que le mot tsunami est terriblement parisien.